été amené en tant qu'ambassadeur de France auprès de la FAO à travailler beaucoup avec les ministres de l'Agriculture, avec les premiers ministres, avec les présidents africains pour savoir comment développer leur agriculture, comment développer l'agroalimentaire, comment lutter contre la misère et de permettre ainsi à ces pays-là de rentrer dans un processus de développement qui était le développement agricole, mais qui après débouchait sur un développement industriel. Et peu à peu, j'ai été amené à m'occuper avec les présidents de leur développement général. Et puis une fois que j'ai quitté le poste d'ambassadeur auprès de la FAO, un certain nombre de responsables politiques et de responsables économiques africains m'ont demandé de venir, non pas à titre professionnel, mais à titre d'amis, pour pouvoir les accompagner. Donc je les ai accompagnés. Et là, il y a un certain nombre de chefs d'entreprise, un certain nombre d'entrepreneurs, un certain nombre aussi de responsables territoriaux qui m'ont demandé si je voulais les aider à porter des projets. Et c'est ainsi que j'ai commencé à m'investir énormément en Afrique. Alors, aujourd'hui, ça part du domaine agricole, où je suis toujours impliqué. J'essaye par exemple d'aider aujourd'hui une entreprise à développer une entreprise de parfum. Ça s'appelle Les Arômes du Congo. Et c'est des gens qui essayent de développer des plantations de fleurs, mais aussi de plantes qui produiront des essences et qui permettront, avec grâce et avec un certain nombre de lieux qui créent les parfums, de faire une chaîne de production. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Et puis, je suis allé aussi sur d'autres domaines. Et par exemple, le domaine de l'éducation. Et aujourd'hui, j'essaie d'accompagner une entreprise qui fait des bibliothèques numériques. Or, vous savez que l'Afrique fait un saut en matière numérique. Elle a fait le saut dans le domaine du téléphone. Elle n'a jamais eu de téléphone fixe. Elle est tout de suite passée au téléphone portable. Et là, dans le domaine de la bibliothèque, elle est en train de faire exactement le même saut. Elle ne va pas avoir de bibliothèque avec des livres rangés sur des rayons. Elle fait le saut de la bibliothèque numérique. Et c'est assez extraordinaire de voir comment des entreprises peuvent porter 500 000 à 800 000 volumes et les offrir à la population d'Afrique pour un coût qui est relativement faible, puisque un abonnement à ce type de bibliothèque est au maximum de 20 € par an, et que cet abonnement permet à 5 personnes d'avoir accès à la bibliothèque qui comprend entre 500 000 et 800 000 volumes. C'est un deuxième exemple. J'essaye aussi d'accompagner d'autres personnes dans le domaine de la sécurité. Alors c'est la sécurité pour pouvoir permettre à des entreprises, à des pays de lutter contre les attaques, qu'elles soient économiques, qu'elles soient politiques, qu'elles soient même, j'allais dire, de menaces de cyber intervention. Et à partir de ce moment-là, on essaie de voir comment les aider à trouver les meilleures formules pour pouvoir se protéger de ce type d'agression. Donc c'est très divers. Aujourd'hui, j'étudie la possibilité d'un investissement dans le domaine de l'oléoduc, du chemin de fer et du transport routier pour pouvoir permettre à des mines d'être exploitées, des mines de métaux ferreux et non ferreux. Et ça exige un certain nombre de mises en relation, d'études approfondies. C'est un programme qui... C'est comme gérer une région. Hein. J'ai géré la région Rhône-Alpes durant près de 20 ans. Et là, je continue en fait mon travail, mais dans d'autres collectivités, sur d'autres cieux. Il leur faut une intelligence économique. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils observent ce qui se fait dans la concurrence. Donc ça, c'est du renseignement. Il faut qu'ils se protègent par rapport à ceux qui veulent venir en fait les piller. Et il faut qu'ils essayent de faire connaître leurs produits pour pouvoir conquérir des marchés.
Donc c'est les trois aspects de l'intelligence économique. Un, se protéger contre les gens qui veulent les piller. Deux, faire connaître, j'allais dire, la qualité supérieure de leurs produits. Et trois, c'est aussi d'influencer tout le marché pour montrer la qualité de leur démarche économique, de leurs produits, et ainsi augmenter leur capacité de vente. Vous savez, l'intelligence économique, c'est l'économie. C'est Schumpeter qui vous explique que le rôle d'un entrepreneur, c'est de profiter de monopoles successifs. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, par l'innovation, arrive à acquérir, à un moment donné, dans un lieu donné, arrive à acquérir une situation de monopole. Il a mis au point un produit à partir de techniques, à partir de recherches, et il arrive à pouvoir répondre à la demande momentanément seul. Et là, il peut faire une marche financière assez intéressante qui lui permette de continuer à développer sa recherche-développement. Et son objectif, c'est chaque fois de continuer à garantir ce monopole momentané. Et ça lui permet à ce moment-là de se développer et de devenir une entreprise qui peut être régionale, ensuite nationale et ensuite internationale. Et vous le voyez dans un certain nombre de secteurs. Il y a un secteur qui est très intéressant pour ça, c'est tout le secteur du matériel automobile. Quand vous regardez toutes les entreprises qui sont développées dans le domaine de l'automobile, elles ont acquis un monopole momentané en trouvant un produit à un moment, alors que ce soit dans le domaine du pneu, que ce soit dans le domaine des fluides, que ce soit dans le domaine de l'électronique. Et puis, pas un moment, elles ont eu un monopole qui a duré 1 an, 2 ans, et après, elles ont fait immédiatement une nouvelle recherche pour acquérir à nouveau un monopole et répondre aux besoins. Ce monopole leur permet, un, d'avoir une certaine sécurité financière, et deux, de pouvoir faire de la recherche-développement. En Afrique comme ailleurs, tous les entrepreneurs, quels qu'ils soient, sont intéressés par l'intelligence économique. Simplement, dans un certain nombre de cas, c'est une intelligence économique, j'allais dire, assez rustre. Et puis dans d'autres cas, c'est une intelligence économique très affinée, très sophistiquée. Mais il est bien évident, je prends un exemple qui m'a beaucoup intéressé, les tablettes informatiques. On croit qu'elles sont fabriquées simplement dans des pays très sophistiqués, du type États-Unis, Europe ou Chine maintenant. C'est pas vrai. Il y a en Afrique, vous avez des entreprises qui fabriquent des tablettes informatiques. Et ces gens-là, ils ont besoin, comme je le disais tout à l'heure, un, de faire connaître leurs produits, deux, de se protéger des concurrents, et trois, d'essayer de conquérir des marchés et de faire des innovations en permanence. Donc, ça peut être des gens comme ça, mais dans le domaine, par exemple, de l'agroalimentaire, moi j'ai vu des Africains se dire, mais comment permettre aux jus de fruits d'être exportés sur l'Europe, et qui ont décidé à un moment donné d'exporter les fruits et de faire leur jus de fruits au proche du consommateur. Et ça a été nouveau, ils ont mis tout un process qui a été mis en place. C'est des gens qui travaillent dans la région d'Alsace et qui ont mis au point des fabrications de jus de fruits qui sont excellents à partir de fruits africains. Mais ils ont trouvé une chaîne de production, une chaîne de fabrication qui était respectueuse sous l'angle écologique, sous l'angle, j'allais dire, protection du consommateur, sous l'angle protection du produit lui-même. Et puis, ils sont arrivés à mettre des produits qui étaient de très grande qualité. Ils n'étaient pas obligés de transporter le produit, de transporter les fruits. Donc je donne cet exemple-là, mais je pourrais en donner des dizaines, parce que dans ces pays, en plus, vous avez des produits qui sont nouveaux par rapport à l'Europe. Donc on a décidé de parler de l'Afrique, mais je pourrais vous parler aussi des pays d'entreprises en France. Mais c'est évident que ça intéresse aussi bien la PME que la grande entreprise. Mais c'est la PME qui est déjà un petit peu sophistiquée.
le paysan classique ou l'artisan classique n'a pas besoin de l'intelligence économique telle que nous on la conçoit. Il la vit, mais il n'en a pas besoin. Oui, parce que je crois que c'est parce que les stades de développement sont différents. Quand vous allez en Tunisie, au Maroc, en Algérie, même en Mauritanie, vous avez un développement qui justifie une intelligence économique qui est assez proche de celle qui est mise en œuvre dans les pays européens. Tandis que lorsque vous allez dans la région subsaharienne, vous avez en fait une économie qui est encore en voie de développement, si je peux utiliser l'expression. Donc naturellement, l'intelligence économique n'est pas la même. Et que vous allez avoir, bien sûr, exactement des démarches qui sont similaires, mais qui ne sont pas identiques. Elles sont obligées d'être moins sophistiquées, mais elles sont quand même importantes. Je prends par exemple, il y a une concurrence aujourd'hui qui est intéressante à voir entre tous ceux qui veulent fabriquer, qui veulent concevoir des modes de construction de maisons, de villas, etc. Et ils inventent des systèmes pour mettre en place des panneaux qui les protègent de la chaleur, qui les protègent de l'humidité. Ils inventent des modes de construction rapides pour pouvoir faire face à la progression démographique, etc. Et ça, dans des pays comme toute l'Afrique subsaharienne, vous avez des entreprises concurrentielles qui sont extrêmement ingénieuses et qui protègent leur invention. Et moi, je peux citer d'autres entreprises qui actuellement réussissent très très bien. Non seulement elles réussissent bien, mais elles commencent à conquérir des marchés dans le sud de l'Europe. Donc c'est quand même un très bon signe pour elles. De toute façon, un industriel ou un commerçant français qui veut travailler en Afrique, dans l'Afrique francophone, a beaucoup de facilité. Pour une raison simple, c'est qu'il y a beaucoup de responsables africains qui ont fait leurs études en Europe, en France en particulier, qui connaissent la France, qui connaissent nos habitudes. En plus, la France a quand même beaucoup marqué ses pays. On s'aperçoit que des processus réglementaires, législatifs, etc., sont à peu près similaires. Donc il y a une communauté de vues qui n'est pas toujours très bonne, hein, parce que par exemple, la France leur a donné la maladie du fonctionnaire. Ils ont tous envie d'être fonctionnaires dans un certain nombre de pays, alors que je préférais qu'ils aient envie d'être entrepreneurs. Mais ça n'empêche que vous avez quand même une communauté d'approche qui est similaire. Là, l'entrepreneur français qui a envie d'investir en Afrique a un avantage. Il a l'avantage de la langue, il a l'avantage de l'histoire, il a l'avantage de la connaissance, il a l'avantage même d'une certaine complicité. Et moi, personnellement, chaque fois que je mets en rapport des industriels ou des entrepreneurs français avec des responsables africains, je n'ai aucun problème. Il y a une communauté qui existe. Je ne crois pas que ce soit très différent, surtout que vous avez un phénomène qui apparaît aujourd'hui, c'est que les datas sont en train d'apparaître en Afrique aussi vite qu'en Europe, que maintenant on pense déjà à des centres de data, des data centers. Mais vous avez une économie à deux vitesses un peu dans un pays comme l'Afrique. J'allais dire c'est malheureux, mais c'est comme ça. Hein. C'est-à-dire que vous avez une économie qui est mondialisée, ou européanisée, si on veut être plus modeste. Et puis vous avez une économie qui est complètement encore incarnée dans le village, dans la cité, de leur cité. Et vous avez deux économies. Et c'est un peu d'ailleurs le problème de ces pays. Donc ça me paraît difficile de donner une réponse à votre question, parce que d'abord la corruption. Oui, je pense qu'il y a de la corruption dans ces pays-là. Mais c'est une corruption qui n'est pas sophistiquée, c'est pour ça qu'elle se voit. Je voudrais bien interroger les pays développés et voir s'il n'y a pas de la corruption, mais comme elle est sophistiquée, elle est cachée et elle donne lieu à des procès d'ailleurs retentissants.
Je crois qu'il faut lutter contre ce phénomène de corruption. Mais on luttera d'autant plus facilement en permettant une vraie concurrence, une vraie compétition, qu'on donnera aux entreprises qui ont envie de se développer les possibilités de se faire, car à ce moment-là, bien, j'allais dire que la bonne monnaie chasse la mauvaise, c'est rare, mais c'est comme ça. C'est impossible de se parachuter dans ces pays. Il faut que vous ayez des relais locaux, des gens qui connaissent bien les habitudes, qui connaissent bien la situation économique, qui connaissent bien la situation politique, surtout la situation politique, parce que là-bas, ça bouge encore beaucoup, qui connaissent bien les modalités, les habitudes, qui connaissent bien les réseaux. Et si j'ai un conseil à donner à des entrepreneurs qui ont envie de conquérir le marché africain, c'est de passer par des sociétés qui ont des relations, qui leur donnent ces relations pour pouvoir les aider à s'implanter. Je pense que c'est des investissements très importants, d'ailleurs, les investissements en relations humaines, les investissements en connaissance du terrain, quand ça fait partie de l'intelligence économique, hein. Mais c'est pas de l'argent jeté par la fenêtre. Très souvent, on pense que l'intelligence économique, c'est du snobisme, c'est pas vrai, c'est très important. Mais c'est important quand on n'en fait pas en fait un outil paramilitaire. C'est pas du tout un outil paramilitaire, l'intelligence économique. C'est un outil de renseignement, un outil de connaissance, un outil d'intelligence. Mais intelligence au sens propre du terme, ça veut dire l'intelligence service, ça veut dire aller se renseigner sur ce qui se passe à côté. C'est prendre connaissance de ce qui est autour. Et ça exige des professionnels. Ils ont un certain nombre d'organismes, mais il y en a très peu, et c'est pour ça que je crois que des initiatives, des sociétés d'intelligence économique spécialisées sont des initiatives intelligentes, percutantes et intéressantes, parce que il faut un peu accompagner les entreprises françaises. Et la meilleure manière de les accompagner, c'est de leur donner un réseau de relations où on évacue les mauvaises relations, et où on privilégie les bonnes relations, où on essaye d'empêcher les mauvaises procédures, et que ça exige des gens qui connaissent très très bien le terrain, qui connaissent très très bien les personnes. C'est des investissements lourds, hein. C'est des investissements qui, comme moi je vois, pour connaître un pays et bien conseiller une entreprise, c'est un investissement qui est de 5-10 ans. Hein. Ça coûte cher. Hein. Non mais on peut pas. Très souvent, je vois les entreprises qui tordent le nez quand un tel ou un tel leur propose des services pour un prix qui leur paraît excessif. Et très souvent, c'est pas du tout excessif. C'est simplement la mise en œuvre d'un réseau qu'ils ont construit en 5-10 ans. Tout ce que je viens de dire. Donc, je ne peux pas dire mieux. Vous offrez en plus le choix entre différentes sociétés, donc c'est encore mieux. Donc l'entrepreneur français qui a envie d'aller là-bas, il va regarder les différentes offres de sociétés d'intelligence économique qui existent en France. Il en existe plusieurs. Il en existe même pas mal maintenant. Et puis il va choisir. Mais c'est quand même le rôle du chef d'entreprise, c'est de choisir. Mais qu'ils choisissent bien, hein, parce que c'est pas parce que quelqu'un fait beaucoup de barouf qu'il est bon. Il faut regarder les résultats qu'il a eus avant. C'est la meilleure solution. Leur dire, mais quelles sont vos références? Alors, parfois, il va pas pouvoir dire quelles sont ses références. Et c'est le conseil que je donne aux entreprises d'intelligence économique. Demandez à ceux que vous avez aidés de pouvoir se servir de ce qu'ils ont fait pour pouvoir continuer. Et la plupart des entreprises acceptent quand on leur demande. Donc il faut simplement que, quand vous avez réussi avec une entreprise, par exemple de travaux publics, faciliter leur implantation dans un pays, d'aller voir le ministre de la Construction ou d'aller voir le maire d'une grande ville, lui dire est-ce que je peux faire référence à ce qu'on a fait chez vous? Et à ce moment-là, eh bien, vous pouvez vous vendre non pas à partir de discours, mais à partir d'actes et à partir d'investissements. Voilà ce que je conseille.
Et si la plateforme peut mettre en comparaison des entreprises qui auront peut-être toutes des qualités différentes, ben, ensuite c'est à l'entrepreneur de choisir.